S'il y a bien un univers qui ne m'a jamais réellement intéressé, c'est celui des comics. Et plus précisément les comics de super-héros. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais réellement été intéressé par les œuvres de Marvel ou DC Comics, mis à part Spider-Man, mais qui fait plus figure d'exception qu'autre chose. Mais là où j'arrive à m'y intéresser, c'est dans l'univers du manga, comme le bon gros whip que je suis. My Hero Academia est une véritable masterclass, le manga, pas l'animé, où on peut encore citer des œuvres comme Shy ou No Longer Ranger, dont j'ai vraiment envie de vous en parler, mais non. Je vais vous parler d'une œuvre qui est bien différente de ce que l'on peut trouver car elle se situe du côté seinen, créée par un véritable cadre du manga, Masakazu Katsura. Il est derrière des grosses œuvres comme Wingman, Video Girl Eye ou encore DNA, où on a pu voir sa petite inspiration d'un manga pas trop connu. Il a participé à une collaboration avec des grands noms du manga dans la réalisation d'un artbook hommage à Katsuhiro Otomo, le papa de Akira. Et je n'ai pas évoqué Dragon Ball pour rien car il a aussi travaillé avec Akira Toriyama sur un recueil d'histoires courtes nommé Katsura Kira. Et pour finir sur ce qu'il a accompli, il est aussi Chara designer avec le studio Sunrise sur Tiger and Bunny. Bref, ce monsieur est un grand monsieur qui était principalement connu pour des œuvres plus tournées vers la romance et la comédie fantastique, mais tel un personnage d'Initial D, Katsura décide de prendre son meilleur virage à 180 degrés, motivé par la création d'un univers bien plus sombre inspiré par la culture occidentale. Il décida de reprendre la dernière histoire de son recueil paru en 95, qui donnera son nom à la série Z-Man. Bienvenue dans la librairie. Z-Man était prépublié dans le magazine Young Jump en 2003, magazine seinen de la Shueisha, qui prépublie notamment Ascension, Alma, que j'ai parlé dans ma toute première vidéo, Kingdom, bref, Z-Man sera aussi édité en France chez Tonkam en 2003, et s'est terminé en 2015 pour un total de 20 tomes absolument magnifiques. Si vous avez l'habitude de mes vidéos, mais déjà les couvertures brillent, et bon déjà ça me régale, mais en plus elles sont très belles, et ce côté brillant se paye le luxe d'offrir une deuxième lecture de la jaquette. Et c'est pas tous les mangas qui font ça, mais cela se ressent sur le prix de vente. Il faudrait compter à peu près 9,99€ pour un tome, ce qui peut commencer à chiffrer. Et avant de commencer à résumer, je tiens à préciser que ce manga est réservé à un public averti. Le manga est très graphique, et on peut y voir des scènes très violentes et de la nudité. Nous sommes dans un monde où des scientifiques tentent de créer des êtres surhumains, appelés aussi players. Avant tout dans un but d'en faire de simples pions, ces êtres ont acquis une conscience qui leur ont donné des envies de rébellion, semant le chaos partout où ils passent. Dans cette société où quoi que vous fassiez, vous n'êtes plus en sécurité, grandit le jeune Jin Kanzaki, un enfant sans abri qui se voit posséder des capacités surhumaines. Le souci c'est qu'il ne se souvient ni de son passé, ni de la manière dont il a obtenu ses pouvoirs. Recueilli par un vieil homme, qui le considère comme son grand-père, Jin va nouer un profond attachement pour lui. Malheureusement, le vieil homme meurt tué par un player sous les yeux de Jin. L'enfant se voit confié à une jeune femme du nom d'Akemi, qui va lui apporter tout le réconfort nécessaire suite aux tragiques événements récents. Malheureusement, la vie est sans pitié, et Akemi se fait agresser sous les yeux de Jin. Il entra dans une rage incontrôlable et déploie toute sa force et massacre l'agresseur. Plusieurs années passent, Jin grandit et vit des jours paisibles avec Akemi. Plus tard, il va rencontrer une jeune femme, Hanako, qui va représenter beaucoup pour Jin. Il va la voir au tout début comme un boulet et va petit à petit nouer une relation forte avec elle. Il y verra un probable avenir où il va pouvoir vivre comme un être humain normal. Mais au fur et à mesure qu'il va rencontrer ses créateurs, il va commencer à comprendre un peu mieux ses pouvoirs. Il va comprendre qu'il est proche de ces mêmes players qu'il doit défaire. Il va comprendre le lourd fardeau qui pèse sur ses épaules quand il comprendra la signification de ce nom Z. En parallèle, nous suivons l'histoire de Koga Amagi, héritier d'une famille qui dirige la tentaculaire entreprise d'Amagi Corp. Il possède un sens de la justice très fort à tel point qu'il veut être un véritable super-héros. On suit dans ce début de série son parcours en tant qu'apprenti héros, ses nombreux questionnements, mais nous y reviendrons, ainsi que les nombreux obstacles qu'il va devoir surmonter et va comprendre les conséquences de ce qu'implique devenir un héros. Autant vous dire que Z-Man n'est pas vraiment facile à résumer, et encore j'ai dû faire des coupes, car il existe des intrigues dans les intrigues principales, pour vous dire que le manga est foutrement dense dans son contenu. Ici je vous ai donné les points principaux pour comprendre pas mal de points que je vais aborder dans cette vidéo. L'univers de Z-Man est ultra sombre.
On est sur un monde au bord de la rupture qui ne laisse aucune chance à ses citoyens. Tu peux à peu près t'en sortir pour peu que tu aies du fric et de l'influence. Les SDF, eux, n'ont aucun moyen de salut, car tout est fait pour qu'ils restent en bas de l'échelle sociale, et si certains essayent de se relever, bah c'est pas dit que vous allez pas crever tué par un monstre qui passait par là, ou assassiné par des gangs. Même dans la narration, l'auteur aime nous montrer la dureté du monde de Z-Man, il aime donner cette impression de bonheur avant de tout réduire à néant, et autant dire qu'il a le coup de crayon pour. S'il y a bien un sujet principal qui va amener à moult questionnements et autres réflexions, c'est celui du héros. L'auteur s'est en effet inspiré de l'univers d'Ultraman, un super-héros culte au Japon. D'ailleurs, en règle générale, il a pour passion la culture populaire occidentale, notamment l'univers de DC Comics et des personnages comme Superman ou Batman. La société dans laquelle vivent tous les personnages du manga amène à vouloir l'arrivée d'un héros. Mis à part l'arrivée des players qui doivent se camoufler parmi les humains, je pense que ce qui fait peur aux habitants, c'est les conséquences que leur propre espèce ont pu avoir sur le monde. Elle est représentée par la course à l'avancée scientifique qui a amené justement à l'arrivée de ces fameux players. Si bien que dans les premiers tomes, la menace player n'est pas tout de suite montrée, mais montre plutôt une humanité déjà déclinante. Les players sont le reflet de la soif de puissance grandissante des hommes. La principale chose qui me fait me dire ça, c'est la société Amagi Corp, qui, derrière leur faux sourire, ont créé les players. Ils ont pris conscience qu'ils ont probablement mené l'humanité à leur perte. La société montre notamment, au vu de ses représentants, que l'homme reste un être fragile qui, derrière de bons sentiments, amène à commettre l'irréparable. Et là, on va rentrer dans un point central de l'œuvre, les personnages que sont Jin et Koga. Comme dit plus tôt, Koga a toujours rêvé de devenir un héros, et son influence en tant qu'héritier de la famille Amagi, et avec l'argent qui va avec, ça va de soi, il va mettre tous les moyens possibles pour appliquer sa vision de la justice. Malheureusement, ça ne sera pas sans conséquence. Il va assez vite être utilisé par des personnes de son entourage, afin qu'il puisse atteindre directement la société Amagi, ainsi que le père de Koga. Car je pense que vous vous en doutiez, mais la société est impliquée dans énormément de magouilles, et qui représente ce que Koga veut arrêter. Cette ambiguïté est ultra intéressante, et sera au cœur même d'un moment crucial pour le jeune homme, qui devra faire un choix. Il est un pur produit de la société, un héros parfait en apparence, mais qui laisse ses nombreux dilemmes moraux avoir le pas sur ses actes. Ou plutôt devrais-je dire son manque d'actes au début. Plus il va évoluer, en apprendre plus sur le monde qui l'entoure, et plus il va arriver à maturité dans sa vision de la justice, sans perdre de vue l'essentiel. Malheureusement, Koga reste un humain, et il va être partagé entre son envie d'être un héros motivé par sa vision de la justice, et son impuissance à certains moments à sauver ceux qu'il souhaite en sauver. Ce qui marquera grandement le jeune homme, l'enjeu est alors de savoir si sa vision très pure de la justice survivra-t-elle à toutes les épreuves que ce statut de héros va lui arriver sur le coin de la figure. Par contre, Jin, vu qu'il vient d'un milieu qui n'attend plus rien de la société, car a été mis au banc de celle-ci, en a rien à faire de ce qu'elle peut lui arriver, mais est contraint de par sa condition de Z de sauver la population. C'est aussi grâce à la bienveillance profonde du cercle de personnes qui l'entourent qui va complètement déteindre sur lui. Nous ramenant à la question, est-ce que l'on est bon ou mauvais, ou est-ce que c'est le milieu dans lequel on vit, notre entourage qui nous fait être bon ou mauvais? Z-Man se classe plus dans la deuxième option, mais ce n'est clairement pas le seul point sur lequel le manga nous fait réfléchir. Oula non, je pourrais parler aussi des questions tournant autour de l'homme avec un grand H. Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Notre corps, notre âme, nos sentiments? Les players qui souhaitent juste vivre parmi les hommes sont-ils plus humains que les hommes qui pillent, tuent ou agressent n'importe qui? Je m'égare, mais on aurait énormément à dire sur tout ça. Au fur et à mesure que Jin va grandir, rencontrer des nouvelles personnes, Jin va expérimenter des sentiments jusque-là inconnus. La tristesse de perdre un être cher, l'amour ou encore l'envie de fonder sa propre famille avec Hanako, et donc le sentiment de tout faire pour protéger ce qui lui est cher. Jin est un être bienveillant, mais le monde dans lequel il a vécu l'a forcé à vivre une vie très solitaire, de peur de perdre quelqu'un de cher, à cause de ce fardeau qu'est d'être le Z. Et non pas le Z, hein. Jin représente un héros plus proche des héros tragiques d'ici, là où Koga est plus dans le côté plus grandiloquent d'un héros Marvel. Et une autre chose qui est incroyable avec Z-Man une fois qu'on a vu les deux personnages au cas par cas, c'est que les personnages ont des relations ultra crédibles entre eux qui les rendent d'autant plus vivants et attachants. Les persos que sont Jin et Koga sont déjà incroyables séparément, mais leur relation en elle-même est incroyable. On est sur une relation aussi bien ficelée que Guts et Griffith ou encore Light et Elle. Comme dit avant, Koga et Jin viennent d'un milieu en parfaite opposition, mais ils ont la même vision de la justice, mais interprétée différemment. Franchement, c'est très subtil. Koga veut sauver tout le monde car c'est ce qui y est le plus en lien avec sa sainte vision de la justice, comme il aime si bien le dire. Là où Jin veut sauver tout le monde parce que c'est évident qu'il faut sauver tout le monde. Il n'y a aucune justice derrière, mais parce que c'est ce qui doit être fait. Jin représente un héros qui fait ce qu'il fait car il doit le faire car il est le Z.
Koga représente un héros qui fait ce qu'il fait parce qu'il a envie de le faire. Car il veut être Alpha, un héros tiré d'un anime qu'il aimait bien quand il était petit. Après, il a quand même une détermination sans faille et une soif de justice immense. Koga, au début de l'intrigue, sait qu'il ne sera pas le héros qu'il veut être, mais en voyant Jin, il va le prendre comme étant son idéal du héros, ce qui va le forcer à se surpasser afin d'atteindre ce même idéal. Jin, quant à lui, va trouver en Koga un allié de poids, voire même un ami solide sur qui il va pouvoir se reposer sans trop l'avouer directement. Ces deux personnages vont avoir du mal à se comprendre, mais ils se ressemblent tellement tout en étant complètement différents. Jin ne comprend pas la vision de la justice de Koga, mais pense exactement comme lui sur le fait que chaque vie humaine a la même valeur, et cela est démontré par une scène dans le tome 13, au chapitre 153-154. Jin est davantage en phase avec les préoccupations des citoyens ordinaires, car il a grandi dans la pauvreté et a dû lutter pour sa survie. Koga, en tant qu'héritier d'une grande entreprise, est initialement déconnecté des réalités de la vie quotidienne, et a une vision beaucoup plus idéalisée du monde. Tout ça pour dire que c'est du très bon travail que nous sert Katsura en matière de développement de personnages. On va continuer avec les points positifs, en parlant du dessin, car Zetman, c'est des personnages attachants, une intrigue très bien ficelée, mais surtout, c'est un putain de dessin. L'aspect graphique de Zetman m'a dès la première planche conquis. J'ai kiffé le trait fin et précis de l'auteur, la composition et le découpage des planches qui fait passer les émotions qu'il faut, c'est du très haut niveau. On sent la maturité artistique de l'auteur, Masakazu Katsura peut selon moi s'installer à la table des plus grands sans aucun problème, mais cela ne fait pas de l'œuvre un manga parfait. Et là on va s'attaquer aux points négatifs que j'ai pu retrouver dans l'œuvre. La présence de scènes de rapports non consentis qui aboutissent presque sont assez perturbantes. Autant vous dire qu'il ne fait vraiment pas bon vivre être une fille dans l'histoire de Zetman. Et ce côté-là peut rebuter pas mal de lecteurs et je comprendrai parfaitement. Ça donne des scènes très compliquées à lire par moments, si tant est qu'on essaie de les passer assez vite. La présence de nudité soft y est aussi présent et c'est d'ailleurs pour ça que la lecture est réservée à un public au-dessus de 16 ans. Maintenant on va passer à ce qui fait débat autour de Zetman et c'est la fin. Bien évidemment gros spoil sur cette partie. Rendez-vous directement à la conclusion avec ce timecode. Pour la faire courte, cela se déroule au siège d'Amagicorp, pris d'assaut par les players dont le but est de tuer le père de Koga. Jin affronte un player extrêmement puissant, à tel point qu'il décide par un procédé spécifique de devenir le Z complet, et renoue alors avec ses origines de player, abandonnant toute humanité mais gagnant une force démesurée. À deux doigts de commettre l'irréparable en tuant Hanako, Jin arrive à maîtriser sa forme de Z, le couple sont sur le point de repartir avec les quelques survivants, mais Koga, désireux de toujours plus de force pour faire régner sa justice, se fait manipuler une dernière fois par un cadre de la société et revêt le costume d'Alpha dans lequel est implanté un player, ce qui finit par le faire péter un câble. Comme les malheurs n'arrivent jamais seuls, on apprend qu'en réalité Hanako était aussi un player, ce qui l'a fait devenir une cible pour Koga, qui va tuer en même temps sa mère. Jin va alors démarrer un combat avec Koga qui va mener à la mort d'Hanako. C'est au fond du gouffre que Jin va tenter de stopper la folie de Koga, avec succès. Malheureusement, les dégâts causés par l'héritier de la famille Amagi vont causer beaucoup de traumatisme, que ce soit pour le pays comme pour Koga lui-même. Empli de remords sur tout ce qu'il a fait, Jin décida de manipuler sa mémoire et de devenir le seul responsable de ces drames, et de faire de Koga un héros aux yeux du peuple. Dans le dernier chapitre du manga, on voit Koga qui comprend que quelque chose cloche, et qu'on a manipulé sa mémoire. Jin, quant à lui, mène une vie de vagabond et continue de sauver la population des players. Ainsi se termine Zetman, acte 1. Car oui, ces 20 tomes ne sont en réalité qu'un seul acte. Donc en réalité, cette fin n'est pas vraiment une fin d'une œuvre, mais plutôt d'une partie de cette œuvre. Donc déjà, la sensation de rester sur sa fin se fait ressentir, et je comprends pas mal de gens qui pensent cela. Surtout quand on sait que ça fait 14 ans que la série est publiée. C'est clair que ceux qui suivent la série depuis le début ont déjà eu bien envie de mourir, et de rejoindre Papa Johnny. Mais personnellement, je l'aime bien cette fin, et je dirais même qu'elle peut se suffire à elle-même. On n'a pas besoin d'une fin qui clôture absolument tout pour être une bonne fin, mais une bonne fin peut aussi laisser des éléments non finis, afin de les laisser libres d'interprétation. Ce qu'on en retient, c'est l'évolution incroyable de Jin, qui passe d'un enfant qui doit tout découvrir sur le monde et sur lui-même, à un être accompli qui a connu l'amour et qui peut transmettre cet amour au player, magistralement montré dans la toute dernière scène de ce 20e tome. Autre problème, je trouve que c'est au niveau du traitement de Koga dans cette fin. Comme dit plus loin, Koga pète un câble et s'attaque à tout le monde sur la base de sa vision de la justice. Malheureusement, là où cette idée, bien que prévisible, concrètement je pense que la plupart s'y attendaient, quand on voit en règle générale deux visions de la justice, faut forcément qu'il y en ait au bout d'un moment un qui pète un câble.
Mais cet événement est provoqué non pas par quelque chose qui aurait pu en dire plus sur Koga et sur l'entreprise de son père, mais sur un simple player qui va lui faire ressortir ce qu'il a de plus sauvage en lui. Je m'explique. Plutôt, lorsque Koga est amené à mettre son costume, les souvenirs du cadre qu'il a manipulé y sont gravés, ce qui va permettre au jeune homme de découvrir les agissements de son père, montrant qu'il est peut-être le pire de tous les malfrats. Malheureusement, plus rien. À quasiment aucun moment on revient sur ça. Ça aurait pu être un moment marquant pour Koga et pour le lecteur qui aurait pu un peu mieux comprendre ce pétage de câble, mais là ça sera à cause du player placé dans le costume qui sera responsable de son changement. C'est, je trouve, un pur gâchis, car là où tu aurais pu mettre l'emphase sur le fait que la justice est au service des pires malfrats et qu'un vrai dilemme aurait pu arriver pour Koga, non. À la place, on nous dit juste que c'est les méchants qui ont transformé le gentil en méchant. Enfin voilà, c'est comme ça que moi personnellement que je l'ai compris. Une question m'est venue en tête, pourquoi Katsura a pris autant de temps pour faire son manga? Dans une interview pour Encore et Toujours pour l'internaute avec Encore et Toujours Valentin Paco, Katsura, accompagné de son responsable éditorial Masato Shindo, nous dit que son manga devait faire à la base 3 tomes, s'il avait juste à respecter les étapes clés. C'est alors qu'en discutant avec Shindo que Katsura a pris la mesure de ce que pouvait amener d'écrire un seinen, lui qui est habitué à juste écrire du shonen. Je n'ai modifié l'histoire qu'une fois suite au conseil de mon éditeur. Pour moi, le plus important à ce moment de l'histoire, c'était l'éveil du Z pour affronter Alpha. Je voulais arriver le plus vite possible à ce moment clé de l'histoire, mais il m'a dit que dans un seinen, on pouvait prendre le temps de développer avec plus de minutie l'histoire. Au final, Katsura a pris son temps pour bien ficeler son histoire, ce qui donne selon moi un des tout meilleurs mangas de science-fiction que j'ai pu lire. Même si bon, 14 ans c'est v'là long, surtout que maintenant, on attend la suite. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette suite? Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. J'ai pris goût à dessiner sans pression, je pense que c'est mieux ainsi. Pour conclure, Zetman est une œuvre qui, si on écarte son problème autour des scènes parfois limite, de certains choix de scénario sujets à débat et de la fin qui ne plaira clairement pas à tout le monde, possède tous les arguments pour être une œuvre vraiment marquante dans la vie d'un lecteur de manga. Si bien que si vous vous donnez la peine de rentrer dans son univers froid, vous remarquerez à quel point la chaleur des relations humaines est encore plus forte. L'œuvre vous fera passer par toutes les émotions possibles, tant les personnages nous semblent si humains. Entre un dessin qui sert l'univers gris du manga, ainsi que des thématiques principales qui sont très bien développées, c'est un énorme oui quant à ma réponse de si ça vaut le coup d'acheter le manga. Entre héros au grand cœur qui, malgré leur faiblesse, restent sans peur, Zetman pourrait être une œuvre qui, dans vos tier list manga, pourrait être parmi les leaders. Et peut-être qu'au final, les comics ne sont pas si inintéressants que ça. A bientôt dans la librairie.